Donc, Serge, startup de The Family. Bonjour. Bienvenue. On commence par la démo et ensuite on parle de toi et ta vie, ton œuvre. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas TokTok, c'est un service qui est très simple, qui vous permet de vous faire livrer tout ce que vous pourriez vous-même acheter dans le commerce de proximité, sauf que en réalité vous pouvez déléguer vos achats ou déléguer un cadeau. Donc en fait ça fonctionne un peu comme Uber, c'est-à-dire que vous passez commande et il y a un runner qui est habilité, formé, équipé pour acheter en magasin vos commandes, votre commande, qui va acheter pour vous et vous livrer et vous remettre les biens avec le ticket de caisse qui va bien, puisqu'en fait le client est un mandate en fait le runner. Et donc en fait c'est une expérience très urbaine, simple, immédiate, puisqu'on livre en moyenne en 35 minutes, c'est extrêmement rapide, avec la possibilité bien sûr de noter le runner pour que la qualité de service qui est au centre du service perdure. Donc là par exemple, donc on peut se faire livrer un burger, là je vais prendre n'importe quoi, par exemple. Voilà, donc en fait en temps réel, j'ajoute n'importe quoi dans mon caddie, on a 250 000 références aujourd'hui dans le catalogue, 200 partenaires qui nous font confiance maintenant, pas mal de grandes chaînes et aussi beaucoup d'indépendants, notamment sur le food. Donc là par exemple on me dit qu'on peut me faire livrer, que je peux me faire livrer en 33 minutes, et là en temps réel, alors j'avais déjà saisi en fait mon adresse juste avant, mais en gros j'ai des adresses favorites, et comme j'avais déjà The Family, hop, je sélectionne, donc je vous montre un petit peu le flow, qui est très simple, en 3 clics. Et donc là en fait en temps réel le système géolocalise, projette en fait quel serait mon runner si je passais commande effectivement là maintenant, avec une tranche de livraison. On voit le lieu où en fait le runner va a priori acheter. Je peux combiner différents achats dans une même commande, on peut aller jusqu'à 4 achats différents. Donc ça peut être des fleurs, des macarons, et puis on finit par du chaud, burger, en passant par du Doliprane. Donc là, voilà, je continue. Il y a un petit récap. Voilà, donc une bouteille. J'ai déjà ma CB, donc en fait c'est one click. Je mandate, j'accepte et je commande, c'est fini. Voilà. Et en fait, je vais être notifié comme quoi la commande a été acceptée par un runner. Je vais recevoir un SMS et je vais pouvoir le suivre en temps réel. Et en fait, on me remet un code d'authentification qui est obligatoire pour que le runner remette la marchandise au client final, puisqu'en fait, lui ne connaît pas la référence, mais l'application métier qu'il a et qui lui permet de dérouler tout le flow du process lui permet d'authentifier le client pour éviter les fraudes, et aussi parce que les runners sont habillés aux couleurs de TokTok qui représentent la marque, donc n'importe qui peut prétendre que c'est pour lui. Voilà. Donc là, je reçois un SMS. Tac. Et là, voilà, je peux suivre le runner. Donc en fait, c'est transparent, bien sûr. Là, c'est ludique au début. Les premières commandes, les clients aiment beaucoup de suivre le runner en temps réel, mais aussi vous recevez des SMS à chaque étape clé, notamment lorsqu'il a acheté les achats. Comme ça, vous êtes notifié que. Et aussi quand il toque à la porte. Donc là, vous recevez un 3e SMS. Donc c'est super simple. Ça marche très, très bien parce que c'est. Bon, on va en reparler, mais beaucoup d'itération et de technologie derrière tout ça. Voilà. Cool. Merci pour la démo. Alors, raconte-nous un peu comment c'est passé, comment tu t'es lancé, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, le démarrage de TokTok, en fait, c'est quand et c'est quoi? C'était il y a 3 ans, ça va faire bientôt 3 ans en janvier. J'étais dans mon ancienne société, voilà. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais revendu mon ancienne société, donc du coup j'étais dans un groupe qui était très, très enrichissant, mais j'avais besoin de recréer de la valeur, en tout cas de lancer ce service qui était une vieille idée que j'avais, mais avant l'iPhone, et c'est vrai que le mobile permet beaucoup d'un point de vue métier et aussi expérience Ouais, donc là on a un d'usage. profil d'entrepreneur assez particulier, hein. D'accord, c'est un serial entrepreneur, il s'est déjà fait la main, on va y revenir justement sur comment tu es rentré dedans et tout. Parce qu'avant, on a eu plutôt des primo-entrepreneurs, en fait, des gens qui se lançaient. Et donc toi, tu es profil particulier. Donc il y a 3 ans, tu démarres, tu te dis, OK, TokTok. Et qu'est-ce qui te fait te dire qu'il y a un problème, en fait? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te fait te dire, putain, le marché, il est intéressant, il va grandir, il est gros Alors ça part souvent d'une intuition. Moi, j'ai pas mon permis, je suis un Parisien, donc c'est un peu saoulant finalement de, 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 de,
de subir, même si c'est la vie, c'est un choix malgré moi. Soit c'est le taxi, soit c'est le vélo, soit c'est le métro, et ça prend du temps. Et en fait, il y a un paradoxe aujourd'hui en 2014, enfin à l'époque, il y a 3 ans, mais je veux dire, c'est avec l'iPhone, la mobilité, la technologie, la manière dont le flux est optimisé ou pas vraiment optimisé, de rester chez soi et d'attendre et de subir une livraison Amazon en 3 heures. Enfin, on est bloqué chez soi pendant une tranche, sans transparence, sans vraiment savoir quand est-ce qu'il va arriver. Ça paraît assez fou, alors qu'il y a déjà de la disponibilité dans les magasins, dans les villes, que cette disponibilité, elle est énorme, en fait, elle est vraiment massive, et qu'elle ne sert pas forcément les marchands qui, d'ailleurs, pour des denrées périssables, doivent déstocker. Donc en fait, il y a une perte qui, d'ailleurs, dans le modèle du textile et du food, et qu'on ne peut pas finalement déstocker assez facilement, ou en tout cas piquer, dans le sens picking, pour délivrer un client qui aurait un besoin, une envie. Voilà. Donc en fait, je dirais que j'étais en demande en fait de service, tout simplement, dans une culture franco-française, enfin parisienne, qui n'est pas forcément en adéquation. En tout cas, je pense qu'elle est en demande, mais qu'on n'est pas forcément dans cette culture-là, et que les clients n'attendent que du service parce que c'est l'usage, c'est l'urbain, on a de moins en moins de temps, et qu'il y a une vraie disponibilité. Donc il y a une opportunité de fluidifier les flux. Mais tout le monde essaie de le faire, ce truc-là, à ce moment-là. Et toujours, d'ailleurs. Alors, il y avait beaucoup des TaskRabbit, c'est un peu dans le mouvement des TaskRabbit. Voilà, TaskRabbit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte américaine qui permet à n'importe qui de répondre à un petit job. Salut, je m'appelle Alice. Là, tout de suite, j'ai besoin d'un déménageur qui vienne tel jour, telle heure. Hop, quelqu'un qui s'est inscrit sur TaskRabbit chope ce petit job, dit pour combien il le ferait, et si ça m'intéresse, boum, on y va. Et voilà. Et c'est une manière d'utiliser la masse de gens qui sont disponibles pour des besoins que je vais avoir. C'est très compliqué en France. Alors en fait, en France, c'est particulier parce que TaskRabbit, ça ressemble un peu à c'est du service à la personne, de particulier en particulier. Donc ça rejoint des modèles CESU, de chèque emploi-service, où en fait on a une exonération de 50% sur. Donc en gros, on paye des charges pour le particulier qui est un micro-salarié de l'employeur client. C'est très lourd en fait, administratif, c'est pas seamless. Voilà. Donc nous d'ailleurs originellement ça partait sur un mouvement un peu à la TaskRabbit qui était mon idée originelle en 2006. Donc au départ tu veux faire ça en France. Voilà, c'est ça. C'est vraiment de l'intermédiation de particulier à particulier, mais créer en fait une logique prestataire client ou particulier à particulier qui rende service. C'est la base en fait. Et le problème de l'intermédiation, c'est la confiance, c'est le trust accordé à la marque, ou en tout cas à la plateforme qui va assurer finalement une relation d'un inconnu chez un particulier. Et ça, pour bâtir une marque, en gros, nous on s'est un petit peu recentré finalement sur un canal qui est le delivery. Donc on fait que de la livraison. Alors j'aime pas dire livraison parce qu'en fait on va d'abord acheter pour le compte du client. C'est un mandat, c'est extrêmement spécifique. C'est une obligation de résultat. Il n'y a aucune improvisation. C'est interdit. Donc rouge, c'est rouge et c'est pas noir. Et une cuisson bien cuite, c'est pas saignant. Donc en fait, j'ai perdu le fil un peu de ce que je voulais dire. Mais ça c'est tout le démarrage. Voilà, c'était le trust donc, en fait. Tu dis finalement, ok, donc il y a la notion de confiance et moi je vais me baser uniquement sur la livraison. Donc en fait, nous on a du coup plutôt misé sur, on va fournir des équipements pour représenter une marque et que les clients adhèrent à une marque parce que les premiers ambassadeurs sont les runners qui eux-mêmes sont équipés, etc. Donc ils portent une tunique, qui se donc présentent. Ça c'est le secret, c'est que tu piges très vite que comme Uber, le costard, la grosse voiture, les petits bonbons et les serviettes, c'est important que le type il soit sur sa mobilette. C'est une mobilette d'ailleurs qu'il a ? Il y en a qui sont en roller, vélo. Ah oui c'est vrai, il y en a qui sont en roller. Ils ont tous le sac à dos toc toc toc, la casquette toc toc toc. Ils sont censés l'avoir. Ouais, on va voir. On va voir, attention. En tout cas, ils sont censés se présenter. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était apporter de la qualité de service. Donc ça, on y reviendra, mais la qualité de service, c'est fondamental. C'est l'ADN, mais c'est surtout c'est ce qui conditionne pour nous du trust, en fait. Les gens attendent quelque chose qui marche et ils ne se soucient pas de comment ça marche. Ils veulent juste que ça arrive, la promesse tenue, etc. Et ça passe par vraiment des sommes de petits détails. Moi, je suis assez maniaque là-dessus. Toi, tu kiffes le design déjà ?
Ouais, je suis T'es un vrai fan de design. Je suis ouais. Ça se voit à la façon dont c'est exécuté. Quand même. Enfin, vous l'avez vu, c'est super propre, quoi. Ouais. Sachant que techniquement, on voit qu'il y a quand même pas mal de réflexions sur cette notion de service et d'échange qui est quand même assez complexe. Non, bien sûr, ça a pris beaucoup de temps. Il n'y a pas de. D'ailleurs, ça a été plus ou moins dit, mais je veux dire, on a énormément itéré. On part sur une base minimale et on doit impérativement récupérer le feedback, en tout cas être à l'écoute de toutes les parties, parce qu'il y a des marchands, il y a des runners, il y a des clients. Donc c'est une vraie marketplace tripartite qui crée des complexités. C'est inhérent au maillage ou à ces logiques-là. Donc on a énormément itéré, on a énormément de fait de veille légale aussi, parce que c'est nouveau en fait ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'illégal dans ce que tu faisais? Ah oui, alors je précise que... Ah, c'est lui qui a dû t'appeler? J'ai pas fait attention. T'as dit en qu'il y fait, avait pas le runner, donc quand il y a un défaut de produit en magasin, il appelle le client. Normalement, je dois être joignable, c'était marqué. Donc il va essayer de me rejoindre, de me recontacter. Et il me suggère une alternative, donc on enregistre l'appel. Il passe par un numéro tierce, qui... Donc lui, il n'a pas ton numéro direct en fait. Alors ça, là-dessus, on est assez catégorique. Mais en fait, Uber, il a mon numéro direct. Oui, mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus confidentiel, puisqu'en fait, on va acheter des biens privés confidentiels et on va vous livrer potentiellement chez vous, au bureau, chez des amis, etc. Donc c'est extrêmement confidentiel. Donc le runner, nous, c'est même pas en rêve, il va avoir, en fait, il a l'identité du client pour le livrer à un instant T, mais on orchestre tout pour qu'il n'ait plus cette identité après et surtout qu'il n'ait même pas le numéro de téléphone. Parce qu'il y a de tout en fait. Il y a Madame Michu, il y a des people, etc. Bon. Donc ça c'est la base et c'est aussi ce qui fait que les gens ont confiance. On revient toujours à la confiance accordée à une marque qui exécute, qui assume d'ailleurs la qualité de service, les échecs. Donc on rembourse, on est très proactif là-dessus. Le client c'est le client, il a raison. C'est un no-brainer. Tout à l'heure, on avait une plateforme aussi, pas une place de marché, une plateforme. On avait des praticiens et des clients. Et la clé, c'était d'abord de s'attaquer aux praticiens. Toi, tu dis, tu as 3 parties. Tu as les magasins, finalement, qui sont indirects, parce que c'est juste là où on va acheter les choses. Tu as tes runners et tu as tes clients. Quand tu démarres Toc Toc Toc, tu vas chercher qui en premier ? Alors en fait, nous, quand on démarre une ville, on va dire... Une ville, tu penses par ville? Oui, alors là, c'est parce qu'on est en train de lancer une autre ville à l'étranger, mais on a besoin d'ailleurs que c'est ce que fait Uber, on a besoin d'une disponibilité. Parce que les clients ne vont pas attendre qu'il y ait un match avec une disponibilité si on se l'offre pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on paye de la disponibilité de gens qui sont connectés tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait un usage, une récurrence client et donc une adoption et du coup de plus en plus de commandes qui fait qu'on change le modèle et les gens sont payés finalement à la tâche. Donc en fait, il y a plusieurs façons de voir la chose. Alors en fait, c'est aussi lié à la manière, à la version numéro 1 qu'on avait à l'époque, qui n'était pas comme celle-ci, où en fait on inspirait les gens. Là, il y a beaucoup de discovery, on essaie de pousser de l'envie en fait. C'est un peu notre métier, mais à l'époque c'était un search et on avait sourcé un petit peu de manière spontanée, on avait scrappé, on avait fait un peu de trucs, on avait fait des deals, mais on a créé l'usage en fait. Donc on ne pouvait pas facilement, on va dire, séduire un marchand en lui disant que ça va être génial, sans avoir même prouvé le fonctionnement. Et encore, nous on était vraiment en phase itérative, on voulait vraiment que ça se fasse peut-être un petit peu low profile, pour valider, tweaker et améliorer et ensuite prétendre à. Donc tu vas chercher combien de maintenant c'est un peu différent. Maintenant c'est un peu différent parce qu'on a un format qui donne envie. Donc on est plutôt sur on vend quelque chose qui a une vraie valeur de toute manière pour le retail. Tu veux dire que les gens aujourd'hui vont utiliser Toc Toc Toc? Parce que moi la première fois que j'ai utilisé Toc Toc Toc, c'était un besoin de cigarette à 2h du matin. Ah, ça en fait plus. Et là tu vois, c'est chiant, t'as pas envie de sortir, donc ça se justifie complètement. Mais maintenant, ce que tu dis, c'est que ça c'était l'usage que moi j'en faisais. Ce que tu me dis, c'est que c'est en train de se transformer vers, finalement, on va sur Toc 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 pour regarder les suggestions et... Il y a les deux. En fait, ton usage restera pour tout le monde. Ceux qui ont une idée précise iront dans le search et ils vont taper. Et puis si ça match, tant mieux. Ouais. Même si là, dans la V2 bientôt qu'on va sortir, il y aura ce qu'on appelle le any picking.
Donc en fait, on pourra sortir du catalogue, désigner un Zara ou le boucher du coin qui n'est même pas sur Internet et spécifier de manière spontanée je veux deux côtes de bœuf ou je veux Et tel je vois top. qu'il y a un deuxième usage que j'ai vu, que j'ai constaté à The Family, parce qu'on a un compte The Family sur Toc Toc Toc, c'est quand on veut pas aller finalement faire la queue dans un magasin, à la Fnac, où que ce soit, et que on est livré à domicile, quoi. Voilà. Il y a vraiment tous les cas d'usage, hein. Il y a l'urgence, il y a le besoin, il y a l'envie, il y a le plaisir partagé, parce que souvent, voilà, là, ça coûte pas très cher, mais même si ça monte à 8 ou 10 euros, je veux dire, si on est plusieurs, c'est très très accessible. Et alors toi, l'enjeu, ou le cadeau aussi. ouais, le cadeau, bien sûr. Parce que Uber, par exemple, va se focuser sur, tu me disais tout à l'heure, le Uber Pop, c'est-à-dire le particulier. Celui qui est capable de rentabiliser sa voiture et de faire le service Uber. Toi, c'est pareil, tu veux te focuser sur les gens enfin les jeunes étudiants qui veulent un petit job. Alors ouais, ça c'est la target. Le but c'est d'avoir tellement de runners qu'en fait on peut même plus revenir en arrière Ouais. dans l'absolu par rapport à un Amazon pour un match de catalogue disponible chez nous et chez eux. Sans compter qu'on fait le food, donc là-dessus c'est pas concurrentiel. C'est la bouffe qui marche parce que le en plus. fait le délai de livraison est tellement court et l'accessibilité, le coût est tellement faible que on change les usages en fait. La tendance elle est mobile, elle est instantanée. Alors, attendez, juste, je vais écouter. Voilà. Allô, oui. Allô, bonjour monsieur, je suis Elie, votre runner Toc Toc Toc. Oui, bonjour. Je suis actuellement au repère de Bacchus et il se trouve que le vin que vous avez demandé n'est plus disponible. Moi, prenez-moi n'importe quoi. Oui, à la place on propose un Marteret au même prix. Bah, c'est parfait. Voilà. Ça vous convient? Ouais, super. Très bien. Merci. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir. Non, il sait pas. Non, Bien éduqué. J'imagine il y a un temps de formation pour les mecs. Ah, ces petits détails là en l'occurrence en fait on a fait un test. Je vais vous dire pourquoi il se présente. C'est tout bête. C'est qu'en fait le temps de mise en relation téléphonique c'est un temps de formation. Non. Si, C'est-à-dire qu'il entend au téléphone. il a un robot, enfin, une voix enregistrée qui lui dit n'oubliez pas de vous. Donc c'est très court, donc c'est hyper speed. N'oubliez pas de vous présenter. Exemple, je suis John, votre runner Toc Toc Toc. Les meilleurs sont récompensés à la fin du mois avec des primes et des machins. Si, et tu fais des primes de 4 000 €, c'est ça? Le meilleur, ouais, le meilleur. Le meilleur, il se fait 4 000 € avec Toc Toc Toc? Ouais. Elle est belle l'histoire. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, Par mois. par mois, oui, bien sûr. Ouais. Mais un runner, il est payé à la course et il va se faire à peu près 8 € par course. C'est variable, mais ça doit être à peu près ça. Ouais, et Peut-être ça un lui peu prend 30-35 minutes. Ouais, c'est variable aussi. Ok. Et entre 20, en moyenne, c'est 35 minutes. Ouais. Voilà. Mais il peut prendre 6 € en 20 minutes. Et c'est un 15 contrat minutes. auto-entrepreneur qui signe avec toi? Non, c'est des contrats d'intermédiation ou Ah oui. de prestataires, en fait. Donc, ils sont tous en micro-société. Et ils accomplissent un cahier des charges qui est assez strict parce que, voilà, qualité de service, charte déontologique, Donc confidentialité. tu les formes pas à l'entrée, tu les formes pendant? Si. Ah. Alors, Attention. il y a de la présélection, enfin, je veux dire, il y a un double check, quasi et compagnie. L'idée étant de composer avec des gens de bonne facture qui veulent faire de la qualité, qui ont envie de manger. Parce que ça, c'est la etc. clé quand même. Le sourcing, ouais. Mais après c'est un effet, c'est une masse critique qui fait que les gens en parlent parce qu'il y a des rewards, il y a des plans d'incentive. L'idée étant de leur faire goûter à la performance et à la qualité, puisqu'en fait les deux conditions leur donnent accès à ce que l'on appelle des facturations exceptionnelles ou des bonus. Qui les pousse vers le haut en fait. Et de toute manière, à la fin de la course, enfin à la fin de la journée, j'ai envie de dire, le client, c'est le client qui a raison. S'il met 5 sur 5, c'est qu'il était bon. Bon, aujourd'hui, tu suis quoi comme métrique? C'est quoi, toi, les données que tu surveilles à la semaine? C'est le nombre de commandes. Nombre de commandes. Le plus important pour nous, c'est vraiment l'attraction. Donc c'est l'attraction en termes de rétention. C'est-à-dire que les gens que tu as déjà, est-ce qu'ils sont addicted à Toc Toc Toc, quoi? Alors aujourd'hui, il y a 40% de la base qui consomme tous les mois. Ouais. 2,5 fois par mois en moyenne.
Ça, c'est en moyenne. Les gens qui ont testé le service plus d'une fois consomment 4 fois par mois. Ok. Et ça monte parce qu'on a plus de produits, de catalogues, de partenaires. Là, on est en train de faire entrer des très belles enseignes. En fait, ça rentre dans une nouvelle dynamique pour les retailers, les marchands, d'être distribués sur un nouveau canal de distribution. Nous, en fait, on est un petit peu comme un nouveau canal de distribution. On concentre l'offre marchande locale et on la fluidifie parce qu'il y a une disponibilité, parce qu'il y a une ressource à côté, parce qu'il y a un besoin client, et c'est instantané, c'est simple, voilà. Tu fais gagner du chiffre d'affaires à des burgers, quoi. Ah oui, enfin pas que des burgers. Ah, oui, mais on envoie beaucoup de leads à beaucoup de commerces. En réalité, c'est un moyen pour eux soit d'avoir un nouveau client, donc voilà, c'est du discovery, ça a l'air sympa parce qu'on met en valeur leurs produits, on fait le shooting, etc. Et c'est aussi un moyen de fidéliser une clientèle qui n'a pas envie de se déplacer parce qu'il pleut ou parce que c'est juste trop loin, et aussi de déstocker, de créer du revenu. Donc nous, notre stratégie, c'est vraiment de fédérer tout un écosystème retailer en leur donnant accès à la data client, bien évidemment anonyme, mais analytique, pour mieux comprendre le client, parce que le client peut noter la marque. Donc ça, c'est très important. Nous, le client note le runner, bien évidemment, mais il note aussi la marque, c'est extrêmement... qui a et ça, tu le revends aux marques de valeur. Alors nous, notre stratégie, c'est de la rendre accessible par défaut, pour leverager en fait la compréhension du retailer sur ses clients, pour ensuite mieux marketer. Et c'est ce marketing qui fait que les retailers sont acteurs de l'accessibilité du service. Parce que l'idée, c'est que demain, Toc, ça coûte 5 € tout le temps. Parce qu'il y a un sponsoring. Parce que pour l'instant, c'est quoi? C'est 8 € en plus? Là, c'était 6 € et quelques, je me souviens plus trop. Mais... En plus du prix du truc? Bien sûr, parce qu'on achète au prix en vigueur en magasin, donc ça, c'est comme si le client... Et comment tu calcules le prix de la course en fonction de la distance? Ça fait 1 an et demi qu'on est, si je dis pas de bêtises, ça fait 1 an et demi qu'on est live, depuis la bêta, j'entends, et en fait, ça fait 1 an et demi qu'on collecte la data du temps effectif passé en magasin par les runners qui déclarent quand est-ce qu'ils rentrent, quand est-ce qu'ils sortent, et qui conditionnent donc l'heure de la journée et le jour de la semaine, qui ne se ressemblent absolument pas, et quel que soit le commerce. Donc en fait, on est capable de prédire le temps qu'il y aura en magasin, et que le client n'aura pas à passer, par ailleurs, donc ça valorise aussi la délégation, et qui conditionne le délai qu'on estime, sur lequel on est extrêmement... c'est ce qui conditionne notre promesse, et sur lequel on price. Parce que c'est ça qui est extrêmement important. C'est que nous, on apporte une expérience de regarder, on va arriver à l'heure, à plus ou moins 5 minutes, mais c'est surtout le prix que le client connaît qui est corrélé à notre estimation. Donc si on se rate sur cette estimation, sur le prédictif, on rate beaucoup de la promesse. Okay. Donc ça, c'est une vraie barrière à l'entrée, parce que ça fait quand même 1 an et demi de collecte de data. On sait quel est le temps d'attente moyen chez Nespresso à tel endroit, tel jour de la semaine. Tu connais les queues de n'importe quel magasin? Non, enfin il y a des démarrages à froid, mais dans l'absolu, c'est plus on envoie du business, du lead, de la commande dans tel point de vente, plus on fine-tune en fait la prédictabilité qui conditionne toute l'expérience utilisateur. Ok. Donc ça fait 1 an et demi que vous êtes live, ça fait 3 ans que vous avez lancé le truc. Donc pendant 1 an et demi, tu étais dans ta cave pour pouvoir coder. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 17. 17. Combien de fondateurs? Je suis le fondateur, mais on est 4-5 associés. Bon, ok, produit extrêmement impressionnant. La courbe de traction, elle est clairement en train de monter. Alors, on peut poser autant de questions qu'on veut aussi sur le produit, évidemment, c'est hyper intéressant. Mais juste sur toi, parce que tu as un profil un peu particulier, il y a le design, il y a le hacking et il y a le fait de commencer très jeune. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? Tu as 17 ans, qui t'es, tu fais quoi, qu'est-ce qui t'éclate dans la vie? Ce qui me plaît, c'est c'est vrai que je suis un designer à la base. C'est-à-dire, t'aimes photoshopper? Ouais, voilà. T'aimes faire Photoshop? Ouais. Voilà. Enfin, Photoshop, le design, c'est plus profond que ça. C'est non, vraiment je caricature. Non, mais je suis d'accord. D'accord. Mais je tiens à souligner que le design, c'est beaucoup plus profond dans le mode de pensée. Ce n'est pas que du graphique. Oui, bien sûr. C'est pas de l'esthétique. Voilà, surtout pas. C'est beaucoup plus conceptuel. Jusqu'à arriver à des flows, des expériences, des ergonomies. Donc à 17 ans, en fait, j'ai monté mon premier business à 18 ans. Ça a commencé en fait par un défi entre copains. Ouais.
On s'est dit, le premier qui fait un site comme ça en HTML, c'était le début, donc c'était en 98. Il a gagné, donc en fait. C'était un site qui faisait quoi? C'était un site de musique. D'accord. C'était un site pirate. Pirate pour télécharger de la musique? Ouais. D'accord. À l'époque, il fallait bien se faire la main. Donc ça, bon, ça c'était une ancienne histoire. Mais en fait, c'était des MP3 à l'époque. Mais rapidement, en fait, donc bref, ça a commencé comme ça. J'ai mis le pied à l'étrier sur un simple défi. Et j'ai pris beaucoup goût. Donc ça, c'était vraiment le HTML. Il fallait rentrer dans le truc. Je comprenais pas très bien. Donc je copiais, j'essayais de comprendre. Et puis j'ai vu mes limites. Donc j'ai fait un IUT en génie informatique. Donc là, j'ai eu la casquette développeur, donc que je suis toujours. Ça dure combien de temps un IUT en ingénierie informatique? C'est un cycle de 2 ans. 2 ans? D'ailleurs, moi, j'ai pas fait. En fait, en parallèle, je commençais beaucoup à faire du freelance. Donc, j'ai monté différentes boîtes en parallèle. Donc, j'ai même pas fait ma première année d'IUT. Enfin, j'ai fait ma première année d'IUT, mais j'ai pas continué parce que j'étais déjà à fond dans le business, à monter des boîtes, à créer des systèmes d'information. À l'époque, c'était très roots. Il fallait se bouffer des bouquins en anglais et c'était que du CGI. Pour ceux qui connaissent à l'époque, donc c'était très très old school. Donc j'ai vraiment mis la main dans le système en fait pour vraiment le décortiquer, le comprendre et en faire et l'itérer ou faire mes propres programmes jusqu'à ce que je monte une première boîte, je me fais la main sur plein de trucs. Donc là c'était vraiment une web agency. Donc en fait j'avais la chance de pouvoir conceptualiser, mettre en forme graphique et développer tout le système d'information derrière. Tu avais toute la chaîne quoi, de développement. Voilà. Et donc tu vas faire des sites internet pour... Voilà, pour des intranets, des Volvo, des machins, des trucs comme ça. Enfin bon, des clients quoi. T'es tout seul? Ouais, tout seul. Ouais, tout seul. Donc ça c'était, bon, bien sûr, beaucoup de boulot, beaucoup de nuits blanches et tout, mais très 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 enrichissant. En parallèle, j'étais un fan de gaming, donc j'ai acheté une armoire et j'avais plein de serveurs de jeux, donc je dormais pas, je compilais mes routes, mes kernels sur les serveurs et j'optimisais des serveurs de jeux que je donnais, donc j'essayais d'amortir la location, c'était pas du tout rentable. Enfin, j'arrivais à l'équilibre. C'est-à-dire, tu as fait un business de location de jeux vidéo? Ouais, enfin de location de serveurs de jeux. De serveurs de jeux vidéo, ouais. Pour ceux qui connaissent Counter-Strike, tout comme ça à l'époque, à faire tout ça. Ça marchait pas? Non, mais j'ai appris les systèmes d'information, enfin les systèmes réseau, les systèmes tout court. Et puis en fait, bref, tout ça pour dire qu'en 2004, je suis parti en Suisse monter une plateforme de logo sonnerie. À l'époque, ça marchait bien. Ah bah tiens, il y a monsieur Toc 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 qui est là. Ouais. J'avais reçu les SMS. Le pauvre, n'aie pas peur, hein, c'est juste pour une démo, t'inquiète. Donc c'est 798, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il a la casquette, il a le t-shirt, il a le sac à dos. T'es venu en vélo ou... Écolo en plus. Et vous pouvez faire signer le monsieur, n'importe qui. Voilà, et Erika va faire signer. C'était quoi que t'as pris? Une bouteille, c'est ça? Du coup, je sais plus qu'est-ce qu'il a pris, parce que c'était juste pour la... Ah voilà, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc tu as 17 ans, ok, donc 26 là... minutes. Il a mis 6 minutes? 26 minutes. 26 minutes. Ouais. Sur 33 annoncés. Ah, c'est bien. Donc on essaye de s'engager sur à plus ou moins 5 minutes, d'être fin là-dessus. Notre intérêt, c'est pas de dire plus ou moins un quart d'heure, c'est la fiabilité du système qui fait que les gens assimilent la marque comme quelque chose d'extrêmement puissant, quoi, en fait, en termes d'expérience. Donc voilà, en 2004, je monte des logos sonneries en Suisse. Ça marche super bien parce que tout le monde à ce moment-là personnalise son téléphone. Donc ça, je vends cette boîte-là à un groupe suisse. Au bout d'un an et demi, ça va assez vite finalement. Donc je deviens actionnaire de ce groupe suisse parce que j'aime bien me projeter sur la durée en général. Donc je repars pour un nouveau tour en faisant un transfert d'actifs. Et donc en fait, je deviens actionnaire de ce groupe-là qui, 6 ans plus tard d'ailleurs, avait spin-offé entre-temps aux US et s'est revendu à eBay pour plusieurs centaines de millions de dollars. Donc à ce moment-là,
Enfin, 6 ans plus tard, j'ai gagné pas mal d'argent. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, tu veux dire quand j'ai... Quand tu spin-off, quand ça spin-off et que ça revend à eBay? Ah, ça c'était en 2011. 2011. J'avais 31 ans. 31 ans. Donc là, tu as un peu de cash qui arrive, enfin même pas mal. Oui, oui. Tu es content? Tu es libre? Oui, mais après, entre-temps, enfin en 2006, moi j'étais rentré en France pour monter un nouveau business qui s'appelait Nomao, qui s'appelle toujours Nomao. Enfin, bah ça c'est connu, ça fait quoi déjà Nomao? C'est un moteur de recherche local. Pour les voisins? Non, excuse-moi, je confonds avec Voisineo. Rien à voir. Nomao, c'était, en fait, à la base, c'était comme un Yelp. Ah oui, donc voilà, c'était une sorte de plateforme de review de restaurants, entre autres, mais pas que. Une sorte de blogging pour les adresses. Et tu vas découvrir, c'est à ce moment-là que tu découvres que tu mets des faux numéros qu'on appelle... Ah oui, on a créé ça, ouais. Ouais, ça c'est dégueulasse. C'est un bon business. Alors voilà, le mec qui a créé les numéros intermédiaires qui ne sont pas les 01 mais qui sont les 08, vous pouvez l'engueuler, c'est lui. Ouais, vous savez, quand vous cherchez sur Google un restaurant et que vous tombez sur un 08, en fait voilà. Un 0899, ouais. Ouais, parce qu'en fait, le but, c'est de s'en sortir, en fait. Donc oui. on essaie de trouver des solutions. Et comme on partageait des bureaux avec les anciens d'Allopass, qui sont des amis, je me suis dit, je suis sûr que les gens y paieraient dès lors qu'ils arrivent sur une page ciblée, sans tromper l'utilisateur. Je veux dire, c'est marqué, il y a des mentions tarifaires. Hein. Oui, non, mais bien sûr. C'est juste que tu tombes sur cette page-là en premier, quoi. Parce qu'on est témoin en SEO. Donc ça, c'était notre métier, c'était de faire beaucoup de trafic. Donc tu tombes même plus sur le 01, en fait. Ouais, c'est ça. Alors que les gens payaient au lieu d'aller... Enfin, je pense qu'en fait, ça, c'est culturel par rapport à la France. Parce que la France, c'est historiquement le Minitel et les entreprises qui payent. Donc en fait, le business, c'était que les gens au bureau tapaient dans Google, arrivaient sur une page, et en fait, ils appelaient plus le bureau. C'est ça le business, en fait. C'est que c'est même pas les clients qui payent, c'est les entreprises. Donc ça, c'est un énorme business. Et ça, c'est structurel. Ça a toujours existé, à commencer par le Minitel. Donc, Nomao, voilà, on est monté jusqu'à 6 millions de VU par mois. Donc ça marchait bien. On a quand même pivoté quand on est allé aux US, parce qu'on s'est dit, voilà, ça va être compliqué de faire un Yelp, parce qu'on voulait être global. Donc on a dit, ok, stop, on arrête, on va crawler le web, on va agréger la data, donc beaucoup d'ingénierie quand même. On crawlait jusqu'à 150 millions de pages par jour. Et en fait, il y avait beaucoup de machine learning pour homogénéiser la data, parce qu'il fallait que ça soit intelligible, compréhensible, et donc bien structuré pour faire du bon SEO. Et donc ça a bien marché. On a vendu ça avec mes associés à eBuzzing, dont on est actionnaire. Donc encore une fois, hop, l'histoire se répète. Et donc c'est chez eBuzzing où j'étais avant de quitter. Donc j'ai continué un petit peu dans le groupe, c'était très sympa. À développer ça un petit peu à l'international. Et là, tu remontes un business, toc. Parce que ce qui t'anime, c'est ça, c'est de créer des solutions à des problèmes, quoi. Ouais. Et alors, il y a Oussama qui m'a raconté une histoire. Il y a Oussama qui m'a raconté une histoire. Une fois, il était au resto avec toi et il est revenu ahuri en me disant, ce mec est fou, ce mec est malade, c'est un vrai entrepreneur. Le service était mal fait. Et quand tu parles de design et de services qui sont au cœur, il me dit non mais en fait il le vit vraiment intensément. C'est-à-dire il s'est engueulé avec la serveuse qui ne faisait pas bien le service. Je m'engueule rarement déjà. Mais j'ai du mal avec les gens qui n'assument pas leur métier en fait. J'aime bien la culture américaine pour ça. Ouais, parce que voilà. C'est le client, il paye, et en fait il paye. Donc il y a un échange, je veux dire, il y a comme un protocole. Donc pourquoi pas le respecter, puisqu'il est designé pour ça, le protocole. Donc c'est pas normal, hein. Il y a un problème, il y a un bug, il y a un truc qui passe pas dans le tuyau. En fait, faut bien faire les choses. Ouais. Si on n'est pas content, il y a le choix, on part, on est tous libres de faire ce qu'on veut. Donc on fait un truc qui nous plaît. D'ailleurs, je pense même que tout le monde a quelque chose qui lui plaît, qui fait qu'il serait excellent. Si peut-être il prenait le courage de demain pour vraiment faire ce qu'il a envie de faire. Bien sûr. Et donc la serveuse qui n'est pas contente, elle fait autre chose en fait. Elle devrait faire autre chose. C'est même Elle n'a pas à te faire subir son... Non mais attention, je suis diplomate et je passe par l'ironie pour faire comprendre les choses, mais ouais, ça me tient à cœur
Voilà, en tout cas, moi, de designer un service qui soit parfait. Enfin, tout ça pour dire exigence. que c'est un truc qui est l'extension de toi-même, Toc Toc Toc, en fait. Que c'est quelque chose que tu portes en toi, cette notion de service. Et que c'est hyper important d'aller chercher quelque chose qui nous ressemble, en fait, quand on monte sa boîte. Et qu'il soit quelque chose qui soit pas, enfin, qui soit une obsession personnelle, en fait. Pour ne pas s'ennuyer, parce que tous les jours, il va faire du Toc Toc Toc, quoi. Ouais, je pense qu'il faut être avant tout passionné, foncer, être habité par le truc. Il n'y a pas de. De toute manière, c'est tellement, j'ai envie de dire, un peu ingrat. Quand on prend du recul, l'entrepreneuriat, c'est. C'est besogneux, c'est Non, mais répétitif. c'est forcément des galères. Donc, pour pas les voir, il faut faire preuve de réalisme. Pour pas s'entêter non plus, il faut savoir pivoter et faire preuve d'humilité. Mais si on n'est pas habité, sincèrement, ça pourrait être effrayant de savoir ce qui nous attend. Vaut mieux foncer et se dire on va y arriver. Et puis si on échoue, c'est pas. Moi, tous les business que j'ai montés, ça n'a pas été des success stories. Mais par contre, j'étais habité, donc j'ai énormément appris en fait. Ouais. Et c'est ça le plus important. Allez, les questions, les D'apprendre. amis. On est super en retard, là. Voilà, on a 1 heure de retard. Cette partie, ça démarre. Vas-y. Tiens. Concernant le financement, sachant que justement tu as eu plusieurs business juste avant et que tu as pu lever un petit peu, enfin tu as pu récupérer un peu de capital, est-ce que tu l'as utilisé pour Toc 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 ou est-ce que tu as fait différemment? Ah ouais, j'ai financé À quelle hauteur? 500 000. T'as mis 500 000 au démarrage de Toc Toc Toc, ouais, de ta de poche. ma poche. Ouais. Ok. Et après, bon, il y a beaucoup de financement. En fait, au-delà du financement, c'est relatif. Mais je dirais qu'il y a eu beaucoup de temps. Parce qu'en fait, le problème de la qualité de service, pour arriver à un truc vraiment millimétré, chirurgical, même si moi je connais tous les trucs à perfectionner, donc ça me rend fou déjà, mais c'est que c'est très difficile d'avoir le oui du client si on n'a pas imaginé tous les petits détails qui font que la personne elle est dingue en fait du service. Et ça prend énormément de temps. Parce que soit on se crame, soit on a un truc positif. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est ce temps-là qui a coûté avant de relever un peu d'argent pour répartir le risque et donc faire appel à des gens qui sont prêts à partager le risque en vérité. Hein. C'est parce que moi, le risque, je le prends tous les jours. Et puis après, quand il y a quelque chose qui commence vraiment à décoller et que ça devient sympa, là, on rentre dans un cycle un peu plus classique de venture capital où là, on lève vraiment pour développer beaucoup plus que du prototype et du produit fini qui marche. Il va forcément s'améliorer au fur et à mesure. Mais on parle plus de business pour le coup, moins de produit. Même si le produit est central de toute manière, mais en termes de business développement, c'est... Donc ouais. Oui, une question sur le produit. On a parlé donc du fameux triptyque qui fait que la mayonnaise prend, donc les runners, les retailers, mais aussi les clients. Moi, ma question, c'est au niveau des clients, pour en fait leur donner confiance. Comment tu fais pour, effectivement, comment tu as fait pour les attirer et aussi communiquer sur toute cette phase de confidentialité pour que ce soit simple pour eux, qu'ils comprennent vraiment que on ne saura pas qui ils sont. En fait, ce que je vous dis, personne ne le sait. Il n'y a pas un client qui sait que le runner il passe par une gateway. Peut-être qu'ils s'en doutent parce qu'ils vont à 0,1, mais on ne le dit même pas. Parce qu'en fait, il faut juste que la commande elle soit passée et que ça marche. C'est binaire, c'est super basique. Le client, il veut juste voir un runner qui lui sourit et qui lui donne les trucs dans le timing, et puis c'est cool en fait. Et ça s'arrête là. On ne veut même pas complexifier le message. En fait, il faut que ça soit tellement... moi, je prends souvent l'exemple d'Apple. Ça paraît simple en fait. Quand on voit un laptop comme ça, il y a une petite lumière, une petite pomme. Mais derrière, c'est du délire en fait. Tout ce qu'il y a d'un point de vue software et hardware. Et ça marche, c'est tout. On le met en veille, on l'ouvre, ça marche tout de suite. Il n'y a que ça qui compte. Le client, il n'a même pas besoin. Je pense que ça serait... il aime le service parce que c'est simple. Et si on lui passait... Enfin, si on voulait, entre guillemets, se vanter de tout ce qu'on a mis en place pour vraiment le protéger, ça complexifierait énormément le process, en fait. Donc, en réalité... c'est comme un feeling
putain, quand même, ça doit être difficile. Putain, mais il a quand même acheté pour moi, parce que bon, il a une carte prépayée qui est créditée en temps réel, il y a un transfert de cash, etc. Il paye, enfin bon, et tout de sécurité partout. Donc c'est très 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 lourd en termes de logistique, de flow, de process, énormément de process, parce que ça reste quand même des humains. Hein. L'humain est faillible, il y a des erreurs humaines tous les jours. Donc en fait, l'usine à gaz derrière Tototoc, c'est vraiment le process. Toutes les cas de figure, les machins, etc. Il y a des défauts. Je pourrais en parler des heures, mais il y a des sacs différents, il y a des typologies de runners, il y a des produits fragiles, chaud, froid, surgelé. On ne peut pas combiner 2 achats chauds, froid, surgelé dans différents pick-up différents. Il y a forcément un volume, c'est un container fini, le sac. Une pizza, ça va pas se transporter dans son sac à dos. Donc en fait, ça va être dispatché en temps réel sur un autre runner, etc. Avec plus ou moins d'efficacité parce qu'il est en roller, il est en scooter. Enfin, si je rentre dans ce détail-là, le client il devient fou. En fait. C'est l'horreur, on devient fou. Et j'ai l'effet inverse, paradoxalement. Et ensuite, pour répondre à l'autre question, c'est on a communiqué, c'est que du bouche à oreille. Hein. Aujourd'hui, l'attraction qu'on a, qui est à peu près entre 4 et 5% de croissance par semaine, c'est que du bouche à oreille. Bien sûr, il y a un coût d'acquisition par le fait qu'on sponsorise la première livraison, première expérience. Donc là, on commence le marketing. Mais en réalité, la stickiness d'un service, elle est parce qu'on prend le temps de faire un truc de qualité, parce qu'on prend le temps aussi de bâtir une marque. Et ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Mais si on croit dans cette vision que pour changer les usages qui sont profondément ancrés dans la manière dont on consomme dans les villes, ça passe par une marque parce qu'il y a du trust et une qualité de service qui prend du temps et qui se finance. Les choses se font de façon assez organique. Et ensuite, après, on développe du business parce qu'on va lever plus de fonds pour rentrer, être mass market, faire participer la marketplace et les retailers, comme je le disais, parce qu'ils vont sponsoriser, etc. Et là, c'est la continuité, j'ai envie de dire, tant qu'on assure la qualité de service. Oui, alors moi, bonjour. Déjà, Bonjour. merci pour la présentation. Je trouve que ton service est super innovant. Je rebondissais sur la question, la dernière remarque d'Alice, et je voulais savoir s'il n'y a pas une tentation, quand on a ce niveau de, entre guillemets, d'exigence, de créer carrément un label, hein, ou de labelliser, parce que tu vas toucher à un moment donné à des produits... on va dire frais, sensibles. Est-ce que tu n'as pas la tentation à un moment donné de créer un label ou je sais pas, quel label qualité, voilà, c'est ça. Non, enfin, si déjà les retailers se prononcent nous sollicitent pour se référencer chez nous et donc pour être distribués par nous en fait en quelque sorte, c'est déjà une première preuve de qualité, pas un label à proprement dit, mais une confiance dans le service, dans ce qu'on a entendu du service par X ou Y, et que ça puisse nous apporter du business. Donc c'est le côté vertueux de l'effet de masse. Mais le label, pas vraiment. Nous, on est plutôt sur une stratégie de référencement de catalogue pour que vous ayez le choix, avec tout ce qui va à côté, parce que plus de runners, donc probabilité pour que vous soyez livré plus rapidement, etc. C'est un peu ça, en vérité. C'est la confiance qui fait que les gens viennent à nous et qu'on les référence et qu'on... Aujourd'hui, Toc Toc Toc, ça sonne très bien. Tu as référencé des produits qui étaient hyper quali. Moi, quand j'ai parlé de toi avec du business, ils avaient l'image des macarons. Ouais, il y a un peu de tout. Ouais. Et pâtisserie, la pâtisserie des rêves. On fait rentrer des grandes enseignes. Je ne peux pas vous dire. Oui, tu parlais à l'instant du bouche à oreille qui permet de générer la croissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as identifié les early adopters. Comment tu as identifié les mecs les premiers à C'est ça. Les premiers consommateurs, oui. En fait, on commence par un cercle d'amis, parce qu'en fait, en vraie phase de prototype ou d'MVP, c'est très bancal. Si je reviens il y a 1 an et demi en arrière, même si on a bossé 1 an avant tout le process. Et on veut pas trop cramer des cartouches sur des vrais clients. Donc on fait des premiers cercles d'amis, puis des cercles d'amis d'amis. Et après, quand c'est sympa, c'est un peu plus sticky, il y a des early adopters en fait, parmi ces gens-là qui sont prêts en fait, à bêta-tester, entre guillemets, en plus du fait que la bêta privée est propice à attirer les gens qui sont toujours un petit peu avides de « moi je vais être le premier à tester un truc privé, en plus c'est génial ». Donc ça les valorise en fait, c'est une mécanique
d'ego, qui voilà, par la sélection de la bêta privée, fait que des gens sont en demande de pouvoir participer. Donc la bêta privée par invitation est un mécanisme qui marche bien et qui peut être initié par les premiers cercles d'amis qui, eux, nous ont permis d'arriver à un certain niveau de qualité pour encore plus stresser des gens qui, eux, seront exigeants mais tolérants parce que bêta privée, c'est le sens de la bêta privée. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre The Family alors que c'est ça, hein, alors que tu as déjà vachement d'expérience? Alors c'est simple, on travaille main dans la main, c'est pas tout à fait le même. Voilà, mais moi j'aime bien The Family, je suis entrepreneur, j'ai beaucoup investi dans des sociétés aussi, je fais partie de. J'aime aider en fait. Je trouve que la mission de The Family est ce qui manque. Ça répond à une nouvelle ère, je pense, de gens qui sont en attente, en demande, qui ont du talent et parfois un petit peu perdus. Et juste leur apporter une route, des connaissances et de partager en fait, donc du networking, qui est extrêmement important aussi. Ça fait partie de ce en quoi je crois. Et ensuite, bien sûr, on se rend des services. À la base, Serge, on l'avait invité à un dîner du jeudi avec nos entrepreneurs pour qu'ils viennent présenter sa boîte à nos entrepreneurs. Et après, le feed s'est fait comme ça et on s'est dit, mais en fait, son truc, il est génial, on a voulu le suivre. Et puis, il se trouve que lui, il avait des besoins et que c'est Oussama qui l'a accompagné sur certains trucs. Et donc, voilà, quoi. Ça fait comme ça, en gros. Voilà. C'est fait spontanément. Ouais, autre question, donc en fait tu es une marketplace, donc par définition multiface avec 3 faces en plus là, avec tes retailers, tes runners, tes clients finaux. La question que je me pose moi c'est comment tu fais en fait pour démarrer ton truc, enfin, c'est un peu toujours la question de l'œuf et la poule, laquelle t'attaques en premier et comment tu fais pour rester focus et pour mener tout de front en fait. Voilà. Alors en fait la réponse c'est... Le premier, c'est le runner. Et en fait, c'est la dispo. S'il n'y a pas de dispo, il n'y aura jamais un client qui va dire... en fait, il n'y aura jamais un client qui pourra jouer avec le service en se disant, en rajoutant un truc dans son caddie, il verra une promesse. Donc, il ne pourra pas se projeter de « Ah, je peux me faire livrer en 20 minutes ». Donc, en fait, il faut acheter la dispo. Il faut acheter vraiment un truc... voilà, ça gravite dans Paris, tu ne sais pas vraiment où. Ouais, par ville, ouais. Donc, en gros, c'est des gens qui sont payés à l'heure. Et donc, tu achètes la dispo. Et là, à partir de ce moment-là, les clients peuvent potentiellement jouer si tant est que tu as un catalogue produit. Encore une fois, nous, quand on a commencé la V1, c'était un peu différent parce que il fallait avoir une idée de ce qu'on voulait pour matcher un catalogue. Là, aujourd'hui, on est en train de rajouter, enfin, on est obligé en fait d'aller séduire des marchands. Et de faire un effort certainement commercial sur un référencement pour en plus donner envie. Donc on a une double problématique aujourd'hui en effet, c'est la dispo et c'est le catalogue. Mais après le client, c'est que du marketing, c'est ce qui est le moins compliqué dans l'absolu. Ça reste toujours compliqué un business, hein. Mais c'est le moins compliqué. Les drives, est-ce que tu les vois comme un potentiel concurrent ou partenaire? Comment tu comptes ni l'un ni l'autre. Nous, on opère dans des villes urbaines, en centre-ville, et le drive a une typologie de périphérie, majoritairement parce que adossé souvent aux supermarchés, qui eux-mêmes sont déjà excentrés. Ça ne rejoint pas le modèle de je vais piquer dans la ville une disponibilité produit, mais il y a la disponibilité. En fait, nous, on va acheter en magasin comme si le client l'avait fait lui-même, donc les supermarchés ne vont jamais disparaître. Enfin, moi, je ne crois pas en fait dans ça, parce que les villes sont saturées de trafic. Donc, je crois plutôt en fait à un vrai service qui bypasse le trafic et qui est accessible par la disponibilité, par la rapidité. Parce que, enfin, moi, j'ai pas mon permis. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir mon permis à Paris. Je vois l'intérêt autrement, bien sûr, mais donc en fait, pour moi, ça rentre pas dans les nouveaux usages de tout ce qu'on presse. C'est pas.
Bon Serge, concurrentiel. si tu avais un conseil à donner à tous les gars qui sont là, les gars et les filles, qui sont tous dans une phase où ils ont le temps encore de réfléchir à l'idée, tu vois, c'est ce moment un peu cool où tu brainstormes avant de te lancer, de te focuser et d'exécuter. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil dans cette phase-là pour avancer? On dit souvent qu'il ne faut pas avoir peur de citer des évidences, mais c'est important de le dire. Bon, je pense que être habité, comme je le disais, c'est un motif qui nous pousse naturellement vers l'avant, et de toute manière il va falloir charbonner et galérer, et donc je pense qu'un truc quand même assez important dans un business, c'est quand même l'association. Donc c'est les cofondateurs. Voilà, ça c'est quand même la base, clé. parce que moi je me suis mal associé plusieurs fois, Ouais. et c'est vraiment de galère. Ça a fini en divorce. J'ai rendu le truc. Ça c'est quand même. Mais c'est des galères pour rien. Et en plus dans des business, enfin moi, je sais pas si j'ai eu la chance ou la malchance, mais j'ai toujours eu des procès. J'ai toujours gagné, mais j'ai toujours eu des procès. Le MP3 à 17 ans, enfin à 18 ans, c'est normal. Non, ça n'a rien à voir, parce ouais. que là, je pense que j'aurais peut-être un casier. Là, j'ai fait pire que ça. Mais bon, ça c'est une ancienne histoire, encore une fois. Mais non, on m'a demandé 15 millions d'euros, 5 millions d'euros. C'était du délire en fait. Et puis quand on a 24 ans, ça c'est un gros coup de massue. Donc en fait, quand on n'a pas... C'était pour Nomao? Ouais, ça on m'a demandé 15 millions. Ouais. Avant les sonneries, on m'avait demandé 5 millions. Pourquoi? Parce que parasitisme, concurrence en fait. Donc si tu tombes sur un déglingué, et s'il n'est pas content, ben voilà, c'est un jeu. D'ailleurs, j'ai beaucoup souffert de cette période-là, et c'était très dur, notamment parce qu'en plus c'est empilé des problèmes d'associés, donc l'association c'est quand même un truc fondamental de bien s'associer, mais vraiment quoi. Et s'il faut prendre le temps, prenez le temps, mais parce qu'il y a forcément des loses en fait dans le business. Si c'est un procès, ça peut bloquer, ralentir des levées de fonds. Moi, j'ai quand même dû attendre d'ailleurs de les débouter quand j'étais en Suisse. Et en fait, il m'a donné 1 euro, je lui ai donné 1 euro, alors qu'il me demandait 5 millions. Et c'est à partir de ce moment-là, de ce jugement-là, au fond, au tribunal, que j'ai vendu ma boîte, par exemple. Mais j'étais en stand-by. Enfin, c'est des petits détails, mais ça bloque le business. Donc, bien s'associer, c'est aussi être plus fort dans l'adversité, les problèmes au quotidien, et on ne peut pas tout faire tout seul. Ça veut dire quoi, bien s'associer? Alors, tout à l'heure, Doc avait dit un truc, mais qu'est-ce que je pense, c'est que la base, c'est quand même la communication. Donc, il faut être franc, parce que le manque de transparence est un frein. C'est une perte de temps, sèche. Manque de transparence, voilà, c'est des non-dits, on crève l'abcès, ça fait mal et tout. Bon, une communication continue, c'est quand même beaucoup plus efficace. Ça, c'est chacun a des personnalités différentes, mais je pense que ça mange pas de pain de simplement s'ouvrir et dire les choses franchement. Tout le monde y gagnera. Et ensuite, complémentarité. Complémentarité, c'est important même pour séduire, parce que ça crée moins de conflits. Hein. Ça dépend de la nature de la boîte. Si c'est très techy, bon, il peut y avoir différentes casquettes techniques, mais idéalement, c'est qu'elles se complètent elles-mêmes. Parce que c'est ce qui apporte du sens et qui légitime le rôle de chacun. Parce que tout le monde doit trouver une place en fait dans une association. Personne ne doit être lésé et se sentir mal, parce que c'est l'humain, on a besoin de s'accomplir, d'exister, etc. Voilà. Donc tout le monde doit s'épanouir, et quand on s'épanouit, forcément on est encore plus aspiré par aller plus loin et être porteur du projet, et c'est vraiment un aspirateur, quoi. Ça se fait, c'est vertueux, quoi. C'est vraiment de la richesse. Donc là, une bonne association, c'est presque du bon sens, presque, j'ai envie de dire. On s'entend bien, on réfléchit, on se remet en question, on est humble, et on doit aller vite. Donc il faut rester quand même vachement pragmatique, pas trop rêver. Ça reste toujours un combat quand même. Je pense que c'est quand même un combat. Il y a différents niveaux de combat, mais
faut s'armer et être donc un bloc plus fort, c'est quand même la base de tout business, je pense. Bon Serge, merci pour ces précieux conseils. Franchement, c'était un bonheur de connaître ton histoire. Bravo à toi. Merci beaucoup.